pour la science. On va commencer avec une opération relativement simple. 62 divisé par 167. Thorsten Fehr de l'Université de Brême est chercheur neurologue spécialiste des génies de la mémorisation. Rüdiger Gamm, prodige du calcul mental, est son cas le plus spectaculaire. 0,3712547429594836737546772948343554928 Pour les 30 chiffres après la virgule que notre ordinateur a calculé, c'est exact. Le cerveau humain est la matière la plus mystérieuse qui soit. Il fonctionnait avec la même précision au Moyen-Âge qu'aujourd'hui, en surfant sur Internet. Le cerveau peut aussi bien concevoir une symphonie que le pire des crimes. Ce n'est qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, avec l'aide d'ordinateurs de pointe, que les scientifiques sont en mesure d'observer le cerveau humain en action. Et ce n'est qu'aujourd'hui que nous commençons à comprendre que le simple fonctionnement de cette chose étrange dans nos crânes tient du miracle. Or, certains miracles ne se révèlent qu'après une panne ou un dérèglement. En effet, c'est suite à un dysfonctionnement de leur cerveau qu'une centaine de personnes au monde sont dotées de capacités quasi surnaturelles. Malgré leur handicap, plus ou moins visible, ces prodiges présentent des aptitudes jusqu'ici inexpliquées. Plus de la moitié de ces génies sont autistes. Les scientifiques les appellent les autistes de haut niveau. Aujourd'hui, les experts du monde entier se posent la question de savoir si un génie caché sommeille en chacun d'entre nous. Notre voyage au centre du cerveau se propose d'explorer les capacités de ces prodiges. Commençons aujourd'hui par la mémoire. Dustin Hoffman a obtenu un Oscar pour son interprétation d'un autiste de haut niveau dans Rain Man. Le personnage de Rain Man s'inspire de Kim Peek, originaire de Salt Lake City. C'est à lui que Dustin Hoffman a dédié son Oscar et à travers lui à toutes les stars de ce voyage au centre du cerveau. Quand il avait 4 ans et demi, nous avons découvert qu'il avait mémorisé les 8 premiers volumes d'une encyclopédie, les volumes qui contenaient l'index. Après un seul vol en hélicoptère, Stephen Wiltshire dessine de mémoire des villes entières avec une extrême précision. En revanche, il a prononcé ses 2 premiers mots à 5 ans. Il s'agissait des termes crayon et papier. Il est capable d'enregistrer comme un magnétoscope. Il enregistre ce qu'il veut. Il revient en arrière, il se met en lecture et il le retranscrit sur papier. Enfant, Matt Savage ne supportait aucun contact corporel. Le bruit le rendait fou. À 6 ans, il a appris à jouer du piano en une seule nuit. Depuis l'âge de 7 ans, il compose des morceaux de jazz. Il nous dit que la musique est en lui. Il sait d'emblée ce que le commun des mortels doit apprendre. Aux États-Unis, 2/3 des élevages de bétail ont été construits selon des plans de Temple Grandin, autiste de haut niveau, reconnu pour sa parfaite compréhension des vaches. Le langage humain, en revanche, lui est étranger. Dans un contexte normal, nous ne les appellerions pas des autistes de haut niveau. On parlerait de génies ou d'individus très talentueux. Par définition, on constate chez un autiste de haut niveau une cohabitation de capacités exceptionnelles et de déficits cognitifs.
Tant que nous n'aurons pas élucidé le mystère des autistes de haut niveau, nous ne comprendrons pas notre propre mode de fonctionnement. Ce modèle ne sera pas complet tant qu'il ne rendra pas compte de cette incroyable disparité. Le psychiatre américain Darold Treffert a été reconnu comme l'un des 100 meilleurs médecins des États-Unis. Depuis 1962, il recueille des informations sur les autistes de haut niveau. Treffert Drive, c'est le nom de la rue où Darold rencontra son premier autiste de haut niveau. Un jeune patient capable de mémoriser avec une précision d'ordinateur l'intégralité du réseau de bus de la ville de Milwaukee. Depuis, Darold a découvert une centaine de prodiges doués de facultés très spécifiques. 100 virtuoses de la mémoire dont les cerveaux présentent tous un dysfonctionnement. Tous ont époustouflé leur public avec des capacités surhumaines en mathématiques, en art, en musique ou dans la mémorisation de données. Darold a passé sa vie à se poser la question du pourquoi. Aujourd'hui, les neurologues du monde entier sont face à la même énigme. Quelles sont les zones secrètes de notre cerveau auxquelles seuls les autistes de haut niveau ont accès ? Quand j'ai commencé à me pencher sur le syndrome des autistes de haut niveau, je me suis interrogé sur le potentiel humain en général. Si un individu souffrant d'un handicap grave peut manifester de telles capacités, que peut-on en déduire pour le potentiel de l'ensemble des hommes ? Nous pourrions simuler ces phénomènes chez les individus normaux. Nous pourrions débrancher une partie de leur cerveau pour activer ces capacités incroyables. Le cerveau humain a l'aspect d'une très grosse noix et la consistance d'un œuf à la coque. Pourtant, rien n'est aussi complexe que cette masse gélatineuse composée de plus de 100 milliards de cellules nerveuses. Le mystère de la pensée humaine préoccupe les cerveaux depuis des siècles. Des cerveaux de génie sont soigneusement conservés avec l'espoir qu'un jour ils en dévoileront toutes les caractéristiques. Au XIXe siècle, Franz Joseph Gall, un médecin allemand, avance une théorie pour le moins hasardeuse. Il attribue des caractéristiques et des capacités précises à telle ou telle aire du cerveau. Depuis, nous savons que les cartes du cerveau dessinées par Gall sont aussi erronées et aberrantes que les cartes marines d'avant Christophe Colomb. Aujourd'hui, des technologies ultramodernes permettent enfin de mesurer l'intelligence humaine au millimètre près. Les capacités prodigieuses des rares génies de ce monde sont les objets d'étude les plus fascinants qui soient. Exemple, Rüdiger Gamm, prodige du calcul mental. On continue avec quelques puissances. Prenons 67 puissance 33. Un décillion, 821 nonilliards, 664 nonillions, 894 octilliards, 730 octillions, 78 septilliards, 753 septillions, 748 sextilliards, 347 347 sextillionen, 739 quintilliarden, 907 quintillionen, 973 quadrilliarden, 449 quadrillionen, 122 Trilliarden, 612 Trillionen, 636 Billiarden, 443 Billionen, 46 Milliarden, 968 Millionen, 910.787. C'est exact, à l'unité près. Je suis capable de faire environ 20 à 30 opérations à la seconde. C'est automatique. Et quand j'ai trouvé mon résultat, je visualise le nombre dans mon esprit. Au collège de Welsheim, l'extraordinaire talent de Rüdiger Gamm passe totalement inaperçu. Sur son bulletin, il n'obtient qu'un 5 en mathématiques, ce qui correspond à un 3 sur 20 en France. Ce n'est qu'à l'âge de 20 ans et tout à fait par hasard qu'il prend conscience de son génie. À l'occasion d'une émission de radio, il surclasse aisément un champion de calcul. Fort de son talent, Rüdiger commence à s'entraîner sérieusement. Aujourd'hui, il maîtrise jusqu'à la puissance 50 tous les nombres à 2 chiffres, des fonctions trigonométriques à 8 chiffres et le chiffre pi jusqu'à 5000 chiffres après la virgule. Aujourd'hui, il est entraîneur mental en Allemagne. Des équipes de football de première division, mais aussi des managers de haut niveau font appel à lui pour améliorer leur concentration et leur mémoire. Aujourd'hui,
des chercheurs analysent les capacités de la calculatrice ambulante qui est devenue Rüdiger. Dans les laboratoires de l'université de Magdebourg, un tomographe ultra performant retranscrit l'activité cérébrale de ce génie du calcul mental. Par le biais de la résonance magnétique, les neurologues pourront déterminer au millimètre près quels neurones sont activés et quand. En effet, les zones actives consomment plus d'oxygène et de sucre. C'est pourquoi leur irrigation sanguine augmente momentanément. Rüdiger prend place dans le tube et résout des opérations de calcul. Pendant ce temps, le tomographe enregistre les flux métaboliques observés sur les tissus de son cerveau. À New York, les données recueillies sont animées en 3 dimensions par une équipe de graphistes. Les technologies modernes nous permettent d'explorer pour la première fois les dimensions biologiques de ces comportements, de percevoir les modifications physiologiques qui les accompagnent, qu'il s'agisse de l'irrigation sanguine, des connexions entre les neurones. Cela permet d'expliquer pourquoi un cerveau est capable de mémoriser pendant 20 ans une information que le cerveau d'un autre individu, une personne souffrant de la maladie d'Alzheimer, aura oubliée au bout de quelques minutes ou de quelques heures. En étudiant ces 2 situations extrêmes, on peut découvrir la clé du fonctionnement de la mémoire. Nous avons tendance à considérer que nous naissons avec un disque dur vierge et une merveilleuse mécanique appelée le cerveau, et que nous devenons ce que nous gravons sur ce disque. Mais pour expliquer les prodiges des autistes de haut niveau, il faut répondre à la question suivante. Comment quelqu'un peut-il savoir ce qu'il n'a jamais appris? 1er janvier 1957. Mardi. Exact. 28 mars 1957. Jeudi. Exact. 30 mai 1957. Jeudi. Exact. 27 mars 1958. Jeudi. Exact. 10 juin 1954. Jeudi. Exact. 22 septembre 1954. Mercredi. Exact. 4 décembre 1954. Dimanche. Non. C'était un samedi. Orlando Serrell n'est pas né autiste de haut niveau, mais il l'est soudainement devenu suite à un accident. À 10 ans, Orlando Serrell, originaire de Virginie, est un enfant comme les autres. Mais le 17 août 1979, il est violemment frappé à la tête par une balle de baseball. Il perd connaissance et s'effondre. Aujourd'hui, Orlando connaît par cœur et sans y réfléchir la météo et le jour de la semaine correspondant à n'importe quelle date depuis son accident. Le test effectué à l'Institut national de la santé de Washington révèle qu'il maîtrise aussi de mieux en mieux les dates avant son accident, et cela sans jamais s'entraîner. Je ne connais aucun autiste de haut niveau qui ait été capable de restituer les événements et les dates de cette manière. Voilà ce que je trouve le plus impressionnant. Le 27 août 1988. C'était un samedi, je suis sorti ce soir-là. Le 4 juillet 1989. Mardi. Le 1er juillet, un samedi. J'étais chez des amis pour un barbecue. J'ai mangé des cuisses de poulet. Le 5 janvier 1986. Dimanche. 2 jours plus tôt, le vendredi, je suis allé chez mon cousin. Nous avons enregistré des cassettes de musique. Le 7 février 1983. Lundi, il a plu. J'ai mangé une pizza chez Domino, saucisse poivron. Le 11 décembre 1991. Mercredi. Le vendredi suivant, je ne suis pas allé travailler. Bien. Les capacités du cerveau sont stupéfiantes. Si Orlando peut se souvenir de tous ces détails, est-ce que nous sommes tous dotés d'une capacité de mémoire bien supérieure à celle que nous connaissons? Un coup ciblé sur la tête peut-il doter notre mémoire d'une capacité illimitée? Les scientifiques ont interrogé Orlando à plusieurs reprises. Toutes ces indications météo pour des dates postérieures à 1979 sont exactes. Le 13 octobre, un samedi, temps couvert. J'avais une capuche qui était noire derrière. Il y avait des nuages et une fille que je connais a traversé la rue pour aller à la supérette. Elle portait des tennis blanches, des sockets blanches, un blue jean et une espèce de pullover jaune. Le 13 octobre, un samedi de 8h à 4h, il y avait Run DMC, Curtis Blow et les Fat Boys en concert au Colisée. Des gens ont été dévalisés sur le parking. Ça fait beaucoup pour un cerveau. Tout s'est passé il y a 20 ans.
Comment fais-tu alors? Je ne sais pas. C'est comme de savoir que le 15 octobre est un lundi. Orlando apporte la preuve que nous possédons tous ces capacités. C'est une découverte scientifique majeure. Contrairement à ce que l'on pensait, les autistes de haut niveau ne répètent pas jour et nuit pour arriver à ce niveau de mémoire. C'est faux. Notre premier objectif était de prouver que nous possédons des capacités analogues à celles des autistes de haut niveau, mais que le cerveau les supprime de manière délibérée. Je m'appelle Ben Geish, je suis peintre et musicien, j'habite Berlin. C'est ma voix que vous entendez depuis le début de ce documentaire. Dans ma tête, quelque chose empêche manifestement mon génie de la mémorisation de s'exprimer. Mes aptitudes au calcul mental sont très moyennes et je suis incapable de me souvenir du temps qu'il faisait le 13 mars 1985. Mais pour acquérir cette faculté, est-ce que je serais prêt à prendre un coup sur la tête? Et vous-même, le seriez-vous? J'ai été engagé pour cette série de 3 documentaires sur le cerveau en tant qu'individu moyen et j'ai été soumis à un examen tomographique pour me comparer au génie. Ces dernières années, les technologies de la résonance magnétique ont permis aux neurologues d'ouvrir la boîte noire à l'intérieur de nos têtes. Ils ont constaté qu'il n'y avait pas une forme de mémoire, mais plusieurs qui se sont superposées au fil de notre évolution. Le tube étroit et le martèlement du tomographe ont manifestement éveillé de mauvais souvenirs dans certaines zones de ma mémoire. Je sais parfaitement que je ne risque rien et pourtant mon cœur se met à battre la chamade. J'ai beau me dire que des graphistes new-yorkais vont créer une animation à partir de mon IRM et que je pourrais voir mon propre cerveau à la télévision, mais ça ne me rassure pas pour autant. L'accélération de mon rythme cardiaque est à mettre sur le compte de mon tronc cérébral. En cas d'excitation, mon corps se place instinctivement en état d'alerte. Seul le cortex et son infinité de plis et de circonvolutions sait si cet état d'alerte est justifié. Le cortex est le laboratoire de la pensée. Chez l'homme, il est donc d'une grandeur disproportionnelle et contient un nombre incroyable de neurones. Si je devais compter toutes les connexions entre ces neurones au rythme de 1 par seconde, cela me prendrait 32 millions d'années. Le moment de panique que je ressens lors de la tomographie est dû au système limbique, commun à tous les mammifères. C'est notre mémoire émotionnelle, et elle influe davantage sur nos comportements que tout le bon sens issu de notre cortex. Le cortex est le siège de la mémoire consciente. Il contient un demi-trillion de points de contact appelés synapses. Nous savons que nos souvenirs se trouvent sous forme codée dans ces connexions synaptiques. C'est le support de la mémoire. Chaque synapse parmi ce demi-trillion est à même de gérer une dizaine de niveaux d'activité différentes. Par conséquent, si on multiplie un demi-trillion par 10, on se rend compte qu'en théorie, avec ça, on peut tout stocker, même l'intégralité des molécules contenues dans l'univers. En principe, notre capacité de mémorisation est donc totalement illimitée. Nous enregistrons tous les événements de notre existence, mais nous n'y avons pas forcément accès. À moins qu'il n'ait été associé à une émotion ou à un événement exceptionnel. Notre 70e anniversaire ou nos 25 ans de mariage. Ces souvenirs sont enregistrés parce que nous les marquons. Kim Peek mérite pleinement son surnom de Kimputer, car Kim enregistre tout, sans distinction et avec la même précision qu'un ordinateur. Le vrai Rainman connaît les calendriers des 2000 années passées, tous les préfixes téléphoniques et toutes les autoroutes des États-Unis, d'innombrables données historiques et toutes les mélodies qu'il a entendues. Mais Kim est incapable de se faire un œuf sur le plat ou de s'habiller tout seul. Il ne passera jamais son permis de conduire et il n'aura jamais de petit ami, car cela surpasse les capacités de son cerveau. À 50 ans passés, Kim vit toujours à Salt Lake City chez Fran, son père, qui l'habille tous les matins, lui brosse les dents et l'accompagne à la bibliothèque municipale. Jusqu'à présent, Kim a lu plus de 12 000 livres dont il n'a pas oublié un seul mot. Il ne les a pas appris par cœur, il s'est contenté de les lire une seule fois. Le disque dur de sa mémoire a tout enregistré. On lui a fait passer un test. Il devait lire 8 pages, ce qu'il a fait en 53 secondes. 2 heures plus tard, il était capable de restituer 98% de leur contenu.
y compris le numéro des pages. Quelque chose dans son système optique lui permet d'organiser les informations. J'ai demandé à subir le même test, puisque tout le monde ne s'intéresse qu'à son cerveau. Il m'a fallu 23 minutes pour lire le document qu'il avait lu en 53 secondes. Je me souvenais de 45% du contenu, ce qui est normal. Il est capable de lire une page d'un œil, l'autre page de l'autre œil, et de tout enregistrer sur son disque dur. C'est une véritable encyclopédie de la connaissance, d'une connaissance obscure. Mais c'est aussi une personne chaleureuse et sensible. En quelle année Churchill a été Premier ministre? 1940 à 1945 et 1951 à 1955. Qui a écrit la musique de Dr. Zhivago? Maurice Jarre. Quelle était la chanson du film? Quand a vécu Alfred Hitchcock? De 1899 à 1980. Qui a succédé à Charlemagne? Louis Ier. Quels sont les 6 prédécesseurs d'Élisabeth II, reine d'Angleterre? George VI, Édouard VIII, George V, Édouard VII, Victoria, Guillaume, William IV. Quels sont les chevaux qui ont gagné 3 fois le derby du Kentucky? Sir Barton, Gallant Fox, Omaha, War Admiral, Warlaway, Count Fleet. Quelle est la longueur de l'Amazone? 6000 km. Quand a vécu Alexandre le Grand? De 356 à 323 avant Jésus-Christ. Quand les Beatles sont-ils entrés dans le hit parade américain? En février 1964. Avec quelle chanson? Tous les autistes de haut niveau ont une mémoire remarquable, mais celle de Kim est exceptionnelle. J'ai consulté toutes les études menées depuis 145 ans et je n'ai pas trouvé d'autre cas comparable. Si on plaçait Kim Peek au carrefour de la place de Potsdam, ici à Berlin, il serait totalement désemparé. Mon cerveau, en revanche, exécute parfaitement les processus qu'il a appris. Il choisit et il oublie. En une fraction de seconde, j'évite des gens que je vois à peine. J'évalue la vitesse de déplacement d'une voiture sans vraiment la regarder. Mon cerveau a appris à faire des moyennes. Mes amis s'habillent différemment tous les jours, et pourtant, je les reconnais instantanément, même au milieu d'une foule compacte. Mon cerveau possède des systèmes de filtres inconscients qui n'organisent pas seulement ce que je vois, mais aussi ce dont je me souviens. Le cortex enregistre l'intégralité de tout ce que je perçois et ce que je peux restituer par la parole. Mais peu de temps après, je n'ai plus accès qu'à une fraction infime de ces données. L'explication de ce phénomène n'a pas encore été établie définitivement. On sait en revanche que le système limbique contient 2 circuits neuronaux, l'hippocampe et le complexe amygdalien. Ce sont eux qui me donnent la stimulation émotionnelle qui va faire que j'oublie l'année de naissance de Molière ou le principe de la règle de 3, mais que je me souviens d'une couleur ou d'un voyage en classe de mer. La somme de mes souvenirs détermine en partie ce que je vois. Voilà pourquoi chacun d'entre nous voit un monde différent, même quand nous sommes sur le même escalator. Pour fonctionner dans ce monde complexe, nous possédons dans nos têtes des modèles de ce que nous avons déjà vu, ce que j'appelle des grilles référentielles. Nous voyons le monde à travers ces grilles référentielles et cela nous simplifie la vie. Quand l'environnement se modifie un peu, c'est sans importance. Nous ne le remarquons pas, nous projetons nos anticipations. Je prétends que les autistes de haut niveau ne possèdent pas ces grilles référentielles. Ils perçoivent le monde tel qu'il est vraiment, différent chaque jour. En Californie, des chercheurs de la NASA étudient à présent les circuits neuronaux de Kim Peek. Pour ce projet, la NASA a permis de combiner toute une batterie de nouveaux tests de haute technologie. C'est une première. Ces mêmes techniques serviront à organiser l'assistance médicale des spationautes de demain. Pour Fran, le père de Kim, l'intérêt des scientifiques pour son fils était relativement imprévisible. En effet, il a fallu longtemps pour que Kim ne soit plus considéré comme un handicapé et que ses facultés hors du commun soient prises en considération.
Il a commencé à lire à l'âge de 16 mois et semblait y prendre plaisir. Mais 9 mois après sa naissance, nous l'avions fait examiner par un médecin qui nous a déclaré qu'il souffrait d'un handicap mental grave, qu'il ne serait jamais capable d'apprendre quoi que ce soit, qu'il ne pourrait jamais marcher et qu'il valait mieux le confier à un centre spécialisé et l'oublier. À 4 ans, Kim mémorise pour la première fois 8 volumes d'une encyclopédie ainsi que les réseaux routiers, téléphoniques et télévisuels des États-Unis. Pourtant, aux yeux du monde, il passe pour un monstre. Ce n'est qu'à 33 ans que Kim rencontre le scénariste Barry Morrow. Celui-ci se lance immédiatement dans la rédaction de Rain Man. 2 ans plus tard, Kim et son père s'envolent pour Hollywood. Dustin Hoffman lui dédiera son Oscar avec les mots suivants « Je suis peut-être la star, mais toi, tu es le ciel ». Grâce au succès de Rain Man, Kim s'est peu à peu départi de sa timidité et semble avoir pris goût à son nouveau rôle de prodige et d'amuseur. Lors de conférences, de visites dans les écoles ou de séminaires de recherche, il répond inlassablement à des milliers de questions. Au bout de quelques minutes, les étudiantes de ce cours d'histoire sont sous le charme. Je suis née le 5 août 1947. C'était un mardi. Cette année, vous fêterez votre anniversaire un vendredi et vous partirez en retraite en 2012, un samedi. Quel était le film qui a fait le plus d'entrées quand elle avait 15 ans? Laurence d'Arabie. Exact. Kim, voici Laura. Elle va vous dire sa date de naissance. Le 20 janvier 1987. C'était un mardi. Cette année, vous l'avez fêté un mercredi et vous partirez en retraite en 2052, un samedi. Kim, connaissez-vous Rembrandt? 1606 à 1669. Où est-il né? Il est né à Leiden, mais il a vécu à... Le plus important, c'est qu'au cours des 15 dernières années, son cœur est devenu plus grand que son cerveau. Il adore les gens. C'est dans les stades déserts que Howard Potter se sent le mieux. Il a du mal à regarder les gens en face et n'a appris que récemment à aller acheter seul une tablette de chocolat au coin de la rue. En revanche, son cerveau a mémorisé le résultat de pratiquement toutes les parties de foot jouées dans le monde entier. Et il connaît le jour de la semaine qui correspond à n'importe quelle date sur 22 000 ans avant et après Jésus-Christ. La joie d'un but inscrit ou les affres d'une relégation en division inférieure lui sont inconnus. Son cerveau ne voit que des nombres. Il suit les mouvements du public. Il ne fait rien de lui-même. Si un but est marqué, il se lève parce que tous les spectateurs se sont levés. Enfant, Howard a un goût prononcé pour la purée de pommes de terre accompagnée de petits pois. Un jour, considérant l'assiette de petits pois de son frère Duncan, il se plaint auprès de ses parents que son frère a eu 2 petits pois de plus que lui. Ses parents stupéfaits comptent les petits pois de chacune des assiettes pour se rendre compte qu'en effet, Howard a été lésé de 2 petits pois. Un peu plus tard, lors d'une fête de famille à Bournemouth, dans le sud de l'Angleterre, Howard amuse la galerie avec des acrobaties mentales du même genre. Les Potter comprennent enfin que leur fils Howard est un surdoué. Avec le temps, ils se découvrent un intérêt pour les nombres premiers, les racines carrées, les hit parades et l'inépuisable réservoir des résultats de football. Qui a disputé les 2 demi-finales de la Coupe du Monde en 1982 en Espagne et quels étaient les résultats? Italie 2, Pologne 0. Et les 2 autres équipes? Allemagne de l'Ouest 3, France 3. Exact. L'Allemagne a gagné 5-4 au tir au but. Exact. En 1968, l'Allemagne a battu l'Angleterre pour la première fois. Quel était le score et qui a marqué? 1-0, Beckenbauer. C'est exact. L'Inter de Milan a gagné la Coupe d'Europe. Qui ont-ils battu en finale? Quand? En 1964.
Qui ont-ils battu en finale? Le Real Madrid. Sur quel score? 3-1. Qui ont-ils battu en demi-finale? Borussia Dortmund. C'est exact. Quand on apprend à faire de la bicyclette, on se dit « il faut que je mette un pied ici, un pied là et que je garde l'équilibre ». Très vite, on pige le truc. Cela devient un automatisme. C'est de la mémoire automatique. Voilà le type de mémoire que possèdent les autistes de haut niveau. Bien, on continue avec une tangente. Celle de 62 875 112. 0, 6, 2, 4, 8, 6, 9, 3, 5, 1, 95 divisé par 109. 0, 8, 7, 1, 7, 13 puissance 7. 71 quadrilliards, 82 quadrillions, 93 puissance 20. 2 sextilliards, 342 sextillions. Rüdiger Gamm calcule de la même façon que le commun des mortels fait du vélo, sans même y penser. Les spécialistes de l'animation ont retravaillé les données de Magdebourg de telle manière que nous pouvons observer le cerveau de Rüdiger pendant qu'il calcule, et le comparer à un cerveau moyen. Il est saisissant de constater que pour les opérations simples, Rüdiger, ici en vert, active les zones de calcul mental de manière moins intensive qu'un sujet moyen en rouge. Les neurologues ont constaté le même phénomène chez tous les experts dans des matières qui exigent des connaissances pointues. Plus le cerveau maîtrise un sujet, moins il mobilise de neurones. Rüdiger n'utilise les parties en jaune qu'à un stade où l'humain lambda a décroché depuis belle lurette. Normalement, ces aires n'ont rien à voir avec le calcul. Mais Rüdiger y a stocké un peu plus de 250 000 résultats intermédiaires qu'il peut utiliser à tout moment pour ses opérations. Cette région n'est active que chez M. Gamm. Quand il se livre à des calculs de puissance compliqués, l'activité se déplace plus bas, vers la région du cerveau associée à ce genre d'opération. Il est intéressant de constater que cette zone est particulièrement importante pour l'identification faciale. Et comme nous le savons tous, les hommes sont des experts innés en matière d'identification faciale. Cela signifie que lorsque quelqu'un développe une aptitude spécifique pour quelque domaine que ce soit, il mobilise des zones dans cette région pour y stocker son savoir spécifique. En tant qu'adultes, nous nous déplaçons dans la circulation d'une grande ville de manière aussi automatique qu'un enfant identifie un visage connu. Au lieu de mémoriser des sommes intermédiaires pour des calculs, nous stockons une quantité infinie de gestes, d'estimations et de procédures quotidiennes dont nous nous rappelons machinalement, sans même y penser. Le cerveau a une tendance naturelle à exécuter un maximum d'actions de manière inconsciente. C'est dû au fait que, physiologiquement, les choses que nous faisons inconsciemment sollicitent peu d'échanges d'énergie. Elles vont vite, ne posent pas de problème et elles ne nécessitent pas de processus neuroplastiques. Les choses que nous faisons facilement nous coûtent peu d'énergie. La conscience intervient pour des actions nouvelles, importantes ou complexes. Ce genre d'action nécessite la mise en œuvre de circuits particuliers liés à la conscience qui se trouvent dans notre cortex. Et là, ça devient très compliqué et ça coûte beaucoup d'énergie. Le nombre de nos actions conscientes est étonnamment faible. Les experts estiment que 90% de nos actes ou de nos réactions sont commandés par les zones inconscientes de la mémoire. Pour nous adapter aux événements sans cesse modifiés de la circulation automobile, nous avons intégré le débrayage, le freinage, le virage, et nous exécutons toutes ces actions automatiquement. Les neurologues pensent que les autistes de haut niveau utilisent ces zones de mémoire automatique pour y stocker du savoir spécifique. Il est vraisemblable que chez beaucoup d'autistes, les circuits de neurones entre le cortex et le système limbique, juste en dessous, sont défectueux. Or, normalement, notre perception sélective et la mémorisation de nos connaissances spécifiques dépendent de circuits neuronaux complexes. En revanche, nos gestes routiniers, et sans doute aussi les prouesses des surdoués, sont commandés par des circuits plus simples, par des modules du cerveau situés plus bas dans le cortex. Les neurologues appellent cela la mémoire inconsciente. Elle permet à notre système limbique de déchiffrer des expressions du visage et à notre cervelet de commander nos gestes quotidiens.
Nous sommes dirigés par notre inconscient. C'est intéressant, non? Nous faisons des tas de choses de manière inconsciente. Les décisions que nous prenons nous sont presque dictées. Je me demande souvent qui est responsable. Qui pilote l'avion? Quel contrôle avons-nous de nous-mêmes? Faites vos jeux. Quels sont les avantages dont dispose un génie du calcul dans un jeu soi-disant de hasard? Nous demandons à Rudiger de jouer au blackjack avec un croupier professionnel. Rudiger joue au blackjack pour la première fois. Au bout de 45 minutes, nous constatons que Rudiger a mémorisé toutes les cartes distribuées. Plus la partie avance, plus il tire avantage de ses facultés. En 45 minutes, il gagnera 900 € et avec un peu plus d'expérience et des mises plus ciblées, il aurait pu en gagner 4000. Blackjack. Blackjack. Et 50, voilà monsieur. Blackjack. Blackjack payé, voilà monsieur. Malheureusement pour lui, Rudiger ne prend aucun plaisir aux cartes. Et donc, il n'a aucune envie de faire un effort quand il joue. Pour des performances de haut niveau, il ne suffit pas de s'entraîner une demi-heure par jour. Beaucoup le pensent, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Pour être ultra performant, il faut être pratiquement fou. Londres, Piccadilly Circus. Au milieu de la foule, Howard Potter se raccroche à ses chiffres. Le calcul de racines carrées tranquillise son cerveau. C'est un rituel quotidien comme l'est pour sa mère la lecture du journal. Howard est incapable de passer un coup de fil. Mais pour lui, le moindre annuaire téléphonique est un nouveau trésor dans la quête incessante de sa seule et unique passion, les nombres premiers. 8229, 7477, 2477, 8951, 7321, 4899. Les autistes vivent dans leur propre univers, c'est un fait. Ils peuvent s'abstraire du monde extérieur. Nous pensons à tant de choses. Le crédit pour la maison, faire à manger, aller là, faire ceci. Lui, il se coupe entièrement de l'extérieur pour se concentrer sur ses nombres. À Londres, nous avons demandé à Brian Butterworth, expert en mathématiques, d'examiner Howard. À l'aide d'un procédé nouveau, il mesure le signal lumineux émis par le sang en fonction de sa teneur en oxygène. Cela lui permet de mesurer l'activité cérébrale sans que le cerveau ne subisse le stress d'une IRM par tomographie. Après plusieurs centaines de tests de ce genre, Brian est convaincu que la mémoire des nombres repose certes sur l'entraînement, mais bien plus sur notre patrimoine génétique. Howard, essayons quelques nombres premiers. Quel est le nombre premier le plus proche de 2000? 1999. Nous possédons un groupe de neurones, les cellules du cerveau, dans le lobe pariétal qui sont spécialisés dans les chiffres. C'est un trait que l'on retrouve à l'état d'embryon chez les lions, les singes, les chats et les chiens, les oiseaux et bien d'autres espèces. C'est la faculté d'identifier les paramètres chiffrés de l'environnement, de voir combien il y a d'éléments dans un ensemble. Si l'on ne possède pas cette faculté, il est très difficile d'apprendre les mathématiques. À San Francisco, sur commande de la NASA, des chercheurs ont mis au point un nouveau test pour déchiffrer le mystère de la mémoire de Kim. Des scientifiques supposent que Kim Peek, à l'instar de tous les autistes de haut niveau, a accès à tout le matériel brut de ses souvenirs. Cela signifierait que pour une raison inconnue, les filtres inconscients de son cerveau ne fonctionnent pas. Ces mêmes filtres qui permettent à l'humain lambda d'estimer la valeur d'une donnée et d'oublier les informations sans importance. Kim a appris à surnager dans un flot de souvenirs. Le cerveau humain s'adapte à toutes les situations. Ce qui reste mystérieux, c'est de savoir comment le cerveau de Kim parvient à surnager.
L'image du cerveau de Kim révèle que les ventricules emplis de liquide céphalorachidien sont plus grands que ceux du commun des mortels. Ils s'étendent jusqu'au cervelet, le siège de la motricité. La partie gauche du cervelet de Kim est étrangement petite. Plus surprenant encore, Kim n'a pas de corps calleux, une commissure composée de tissus nerveux située au bas du cortex et assurant habituellement la communication entre les deux hémisphères cérébraux. L'absence de cette commissure n'était connue par les experts que chez des patients présentant le syndrome de déconnexion calleuse, le plus souvent des épileptiques chez lesquels le corps calleux a été sectionné chirurgicalement, avec des conséquences d'ailleurs stupéfiantes. Si on leur montre un objet d'un côté de leur champ visuel, un seul hémisphère du cerveau le verra. L'autre hémisphère ignorera son existence. Chez une personne normale, le centre du langage est situé dans l'hémisphère gauche du cerveau. Si on présente un objet, une pomme par exemple, à son hémisphère droit, il ne sera pas capable de nommer l'objet parce que l'hémisphère langagier de son cerveau ne l'a pas perçu. L'aptitude de Kim à lire 2 pages en parallèle s'explique de cette manière. C'est peut-être aussi pourquoi Kim est incapable d'expliquer à son père pourquoi il épluche chaque jour de vieux annuaires et pourquoi il reporte d'interminables séries de noms sur des cahiers. Pour simplifier, on peut comparer le cerveau de Kim à 2 disques durs qui fonctionnent en parallèle et qui mémorisent des données. Mais cela explique-t-il que Kim fasse systématiquement appel à l'ensemble de ces données? Pourquoi le cerveau de Kim n'a-t-il pas de touche effacée? Et quel est l'élément de notre cerveau qui décide de qui ou de quoi nous nous souvenons? Finalement, pour les milliards de neurones dont nous disposons, chaque souvenir correspond à une même stimulation, qu'il recèle le contenu de 12 000 livres, l'image d'un premier amour ou d'autres aptitudes insolites.